Terrain social. Hugues Chevarin. Denis Colombi. Denis Colombi est sociologue. Il enseigne les sciences économiques et sociales au lycée. Il est l'auteur du blog sociologique Une heure de peine. Depuis Balzac et sa comédie humaine, l'argent est la question centrale de la société bourgeoise et capitaliste. Et l'emploi qu'en font les pauvres a fait couler beaucoup d'encre. S'intéresser à la question de comment les pauvres dépensent leur argent, c'est aussi déconstruire les fantasmes et autres fariboles sur la supposée incapacité des dits pauvres à gérer leur budget. Et combien ces discours moralisateurs servent de paravent aux excès scandaleux des nantis et des bien-nés. Pourquoi ces représentations ont la vie dure? À qui servent-elles et de qui sont-elles l'apanage? Terrain social aujourd'hui vous fait le fond des poches. Terrain social. Bonjour Denis Colombi. Bonjour. Avec la pandémie de Covid-19, la pauvreté a explosé. Toutefois, le phénomène n'est pas nouveau. Et ce qui n'est pas nouveau non plus, c'est la suspicion à l'endroit des pauvres quant à ce qu'ils font de leur argent. Pourquoi cette culpabilisation des pauvres et y a-t-il un bon et un mauvais pauvre? C'est une question, en fait, si on regarde l'histoire, elle n'a pas toujours existé, cette culpabilisation du pauvre. Au Moyen-Âge, à gros, la pauvreté était plutôt quelque chose de valorisé par la religion, les sortes médiens, l'idée que la richesse allait conduire à l'affaire, elle était donnée à plusieurs endroits à la Bible, par Jésus, etc. Donc la pauvreté était vue plutôt avec un regard de pitié, plutôt qu'avec un regard de culpabilisation. Cette culpabilisation, elle s'est construite autour du temps, autour de la révolution industrielle, des révolutions industrielles, au moment où il a fallu mettre le maximum de personnes au travail et où la pauvreté, vue comme le produit du match de travail, du match d'ardeur à la tâche, a été cotée du tout de façon beaucoup plus négative, d'une façon générale. Aujourd'hui, ça reste évidemment très fortement mal vu. C'est cette question, s'il y a un bon pauvre et un mauvais pauvre. Tout au long de l'histoire, il y a eu les deux. C'est-à-dire, il y a des pauvres que l'on veut bien aider et il y a des pauvres que l'on ne veut pas aider. Il y a les pauvres. Le bon pauvre, t'as l'imaginaire un peu général, serait le pauvre qui n'est pas responsable de sa situation. Et le mauvais pauvre est le pauvre dont c'est la faute, parce qu'il ne travaille pas, parce qu'il fait pas l'effort. Dès le Moyen-Âge, entre les bons pauvres étaient les indigents, ceux qui ne pouvaient pas travailler à cause de la vieillesse, de handicap, de quelque chose comme ça. Et les mauvais pauvres, c'était les vagabonds, qui ne voulaient pas participer à la communauté, qui ne voulaient pas travailler, et d'autres qui prestataires attachés. C'est repris un peu par la morale qu'il y a derrière, la morale du travail qu'il y a dans le capitalisme contemporain. Le mauvais pauvre, ça serait celui qui ne veut pas travailler. Le bon pauvre, ça serait celui qui accepte de travailler. Mais il y a quelque chose de particulier. C'est que pour être un bon pauvre, il faut tout à la fois prestater la volonté de s'en sortir, mais il faut aussi être suffisamment en difficulté, suffisamment miséreux. Si on se dit pauvre, alors on a, par exemple, un écran plat chez soi ou un abonnement à tes chaînes payantes. Et bien, à tous ces cas-là, on devient d'un seul coup un mauvais pauvre. Et on est pris dans une situation qui est assez paradoxale, où le bon pauvre idéal, il faudrait à la fois qu'il montre qu'il fait les efforts pour s'intégrer, pour participer à la société, pour travailler, et puis en même temps, il doit être suffisamment à difficulté, suffisamment à la misère, pour qu'on se dise, ah oui, il est vraiment pauvre. Il y a toujours le soupçon que les personnes se fassent passer pour pauvres alors qu'elles ne le sont pas déjà. Ça fait qu'au final, être un bon pauvre ou un mauvais pauvre se définit moins par ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, mais plutôt par la façon dont les chats vous regardent et ce qu'ils font de vous. La pauvreté, c'est un état, au sens sociologique du terme, c'est un état de dépendance, c'est un état de dépendance qui est à la fois matériel, on dépend pour ses revenus, pour sa vie matérielle, du point de vue économique, des centres, notamment de l'assistance publique et d'autres procédures comme ça peut être la charité aussi. Et d'autre part, c'est une situation de dépendance sociale où ce que l'on est dans le regard des centres dépend des centres et pas de nous, pas de ce que l'on fait. C'est donc cette double dépendance à la fois politique et économique qui fait la pauvreté. Vous parlez d'ignorance collective sur le sujet, au moins chez ceux et celles qui ne connaissent pas et ne se sentent pas menacés par la pauvreté. Quelle forme
prend-elle cette ignorance? Alors, cette ignorance, je l'appelle aussi, je parle aussi d'un ethnocentrisme de classe en réalité que les façons de consommer, en fait, les façons d'utiliser l'argent par les classes moyennes et supérieures sont universelles, c'est-à-dire pour être appliquées partout. Un exemple très simple, c'est le comportement d'épargne. On se dit, épargner c'est bien, la morale, une fois de plus, du capitalisme nous dit que épargner c'est bien, investir c'est bien. Ce sont des comportements vertueux. On se tourne vers les pauvres, on voit qu'ils n'épargnent pas et on se dit, s'ils faisaient l'effort d'épargner plutôt que de consommer, par exemple, tes smartphones, tes vêtements de marque ou des choses comme ça, s'ils mettaient de l'argent de côté, ils seraient pas à difficulté. Et en fait, à faisant ça, on projette sur les situations de pauvreté des façons de faire qui n'y sont tout simplement pas applicables. Sur l'épargne, par exemple, on se dit, il suffirait que ces ménages pauvres, ils fassent une liste de leurs dépenses, une liste de leurs ressources, ils essayent de faire correspondre les deux chaque mois, ils mettent de côté. Les pauvres ont tendance, une certaine partie au moins des pauvres ont tendance à avoir des comportements tout à fait différents. Notamment, dès qu'ils touchent un revenu, ils vont tout de suite tout dépasser immédiatement, ils vont aller faire les courses, ils vont tout dépasser d'un coup, et on se dit, voilà, c'est bien la preuve qu'ils ne savent pas gérer leur argent, qu'ils se laissent aller à leur désir, qu'ils sont pas capables d'épargner, de prévoir l'avenir, etc. Que révèlent les enquêtes sociologiques? Quand on se plonge, ce que font les sociologues sur cette question, ils font des enquêtes, ils vont sur le terrain, ils vont rencontrer les personnes, ils vont les observer, ils vont essayer de comprendre ce que l'on ferait si on était à la place de ces personnes-là. En fait, ce comportement, tout consommer entièrement son revenu de tout, est complètement rationnel. Si vous craignez qu'une facture imprévue ou que des frais bancaires que vous n'avez pas calculés ou simplement qu'un membre de votre ménage utilise l'argent de façon peu avissée, il vaut mieux la lever très rapidement du compte à patch et conserver en fait cet argent sous forme matérielle. Il vaut mieux remplir votre placard rapidement plutôt que de le laisser sur un compte à patch où il pourra disparaître beaucoup plus facilement. C'est rationnel lorsqu'on a peu d'argent en fait de consommer et de conserver. En fait, on épargne. Les pauvres épargnent, même les très pauvres, mais ils s'épargnent sous des formes différentes, sous forme de nourriture stockée. T'as des congélateurs, t'as des cachipites. On a une forme d'épargne populaire qu'en fait on ne voit pas parce qu'on la regarde avec nos lunettes, avec notre vision de classe moyenne et supérieure. Et ainsi on ne saura pas que les comportements, certains comportements des pauvres qui nous semblent irrationnels vu de l'extérieur sont en fait complètement rationnels vu de l'intérieur. S'ils sont pauvres, ils ne devraient pas avoir des smartphones parce que le smartphone ça coûte cher. Le smartphone c'est un moyen d'avoir un accès à Internet pour finalement moins cher que passer par un ordinateur ou une tablette. Et un accès à Internet, dans une société où tout est de plus en plus de démarches et que administratives se font sur Internet, ça devient très très utile. Et puis c'est aussi un moyen d'avoir accès aux informations, c'est un moyen d'avoir accès à plein de choses. On vit dans une société qui est prévue pour des gens qui sont équipés de smartphones, de plus en plus. Les pauvres ne font que se conformer, mais on va quand même leur reprocher. Est-ce que le stigmate, alors c'est un vocabulaire religieux, moral, de la pauvreté, colle-t-il à la peau, même si le pauvre sort de sa condition? Et je pensais, par exemple, au terme de nouveau riche. Est-ce que ça pourrait en être l'expression? C'est effectivement un stigmate, c'est-à-dire une marque qui va définir la personnalité, la perception que l'on a de l'individu, à travers duquel on va lire la somme de ses comportements. Effectivement, ça peut rester collé à la peau de cet individu, même lorsqu'il quitte la pauvreté. Le terme nouveau riche, qui est souvent vu de façon un peu négative, en est un exemple. Un des exemples que je prête à le lire, c'est celui des footballeurs. Les footballeurs, évidemment, pour les grands footballeurs, ils gagnent énormément d'argent. Certains autres, Franck Ribéry, quelque chose comme ça. Néanmoins, ceux-là ont été souvent critiqués parce que faisaient une consommation, une utilisation peu avissée de leur argent. Et en fait, on les considère comme finalement indignes de cet argent. On continue à les voir comme des pauvres qui ont de l'argent, tandis que des riches qui vont disposer de revenus parfois aussi importants, voire beaucoup plus importants, et qui peuvent avoir des consommations également totalement délirantes, mais peut-être qui vont être plus discrets, qui vont mieux maîtriser, ou qui vont maîtriser différemment le jeu avec les médias et des choses comme ça, leur richesse va beaucoup moins être remise à cause.
Le fait que Jeff Bezos ait des revenus, une richesse complètement délirante, qui se chiffre à plusieurs milliards de dollars, soulève souvent moins l'indignation que de voir un footballeur d'extraction populaire venant de milieux précaires et stigmatisés, y compris souvent avec une dimension raciste. Avoir de l'argent, c'est le footballeur qui soulève le plus d'indignation. On pourrait se poser la question là-dessus sur où sont véritablement les problèmes. On a vu ce que font les pauvres de l'argent et la manière dont dont c'est considéré. J'aimerais vous demander à qui profite le crime, si je puis dire, à qui rapporte la pauvreté. Vous-même, vous usez d'une formule, dans quelle poche va l'argent des pauvres ? Il y a en fait tout un ensemble d'entreprises, tout un ensemble d'activités qui ont besoin pour exister de la pauvreté. Soit t'es pauvre comme client, l'industrie financière par exemple, un segment qui est consacré au prêt à la consommation, qui vise essentiellement les plus pauvres, qui en un sens a besoin de ce public-là, des personnes qui sont obligées de prendre des crédits avec des taux très élevés parce qu'ils dispensent de peu d'argent, parce qu'ils doivent boucler à tout prix les fins de mois. Donc on a une activité qui est prédatrice vis-à-vis des plus pauvres, et la pauvreté ici vient enrichir les plus riches. Et puis on a aussi besoin souvent des pauvres comme étant des travailleurs. On a besoin par exemple l'industrie du numérique, l'industrie de l'intelligence artificielle a besoin de travailleurs tutliques, souvent précaires, souvent payés à la tâche, qui gagnent très très peu d'argent, mais qui vont nourrir le fonctionnement de cette intelligence artificielle, faire leur éducation, etc., etc. Toute cette industrie-là a besoin d'une main-d'œuvre qui soit disposée à faire des tâches difficiles, déplaisantes, répétitives, peu intéressantes. Ils sont obligés par la pauvreté. Ce qui m'amène à poser la question à un niveau un peu plus large. L'argent des pauvres ne va pas simplement dans les poches des plus riches, c'est-à-dire des 1%, mais profite en fait beaucoup plus largement dans la société. Il faut se poser la question. On a des personnes qui sont disposées, par exemple, à livrer des repas à vélo ou à scooter, à prendre des risques. Pendant le premier confinement et à ce moment encore en bravant le risque de la pandémie, le risque du coronavirus, ces personnes-là sont obligées de le faire par la pauvreté. Si la pauvreté n'existait pas, s'ils avaient d'autres solutions, ils ne feraient certainement pas ce travail, ou alors s'ils le feraient, ils s'exigeraient d'être mieux payés, et donc ça impliquerait que les clients de ces services-là payent plus cher. En ce sens-là, nous sommes assez nombreux à profiter de l'existence de la pauvreté. Pas simplement les plus riches, c'est beaucoup plus largement les classes supérieures, peut-être une partie des classes moyennes, qui bénéficient de l'existence de la pauvreté. Il faut poser cette question-là. Pourquoi acceptons-nous que la pauvreté existe? Parce que souvent, nous sommes ceux qui en bénéficient. Il s'agit, en se positionnant tant sur la question de l'argent que de la pauvreté, de dire qui l'on est politiquement plus que de traiter véritablement les problèmes en question. J'aimerais soumettre à votre sagacité cette image du président Macron au début de son quinquennat qui dit vouloir en finir avec la grande pauvreté, allant jusqu'à s'agenouiller devant un SDF en pleine rue. Qu'est-ce que cela dit, au-delà de sa personne, de l'attitude des politiques face à la pauvreté, et quelles solutions peut-on, veut-on, doit-on en finir avec la pauvreté? Cette image, elle me fait passer qu'à un moment donné, tout le monde est toujours du côté des pauvres et va toujours dire oui, nous voulons, évidemment, nous voulons réduire la pauvreté, nous voulons la supprimer, etc. Mais quand vient le moment de le faire, en fait, la volonté politique manque. On a à la fois, tel cas d'Emmanuel Macron, cette image-là, il va effectivement participer à une opération, peut-être au STF, et il va s'agenouiller devant. Et puis, un peu plus tard, il va parler du pognon de tête, de toute l'assistance publique, et que ça ne permet pas de réduire la pauvreté, alors que tu as les faits, la redistribution est effectivement un moyen qui réduit considérablement la pauvreté en France. Alors, il y a toujours des pauvres derrière, mais vraiment, il y avait la volonté de réduire la pauvreté. Il faudrait simplement redistribuer plus. Or, cela n'est pas fait. Le président Macron n'est pas allé non plus au bout de ses objectifs là-dessus. Simplement ne pas être très disposé à le faire. Tout le monde est d'accord pour réduire la pauvreté, mais on veut le faire étonnamment, ça, que ça coûte et ça faire d'efforts, et plutôt en ayant une disposition
position morale. Il faut que les gens arrêtent d'être pauvres par eux-mêmes, quelque part, plutôt que simplement on les sorte de la pauvreté. Et ça consiste en fait toujours à passer derrière que la pauvreté, c'est avant tout un problème moral, c'est-à-dire c'est un problème d'Alsace où c'est une tare morale. C'est que les gens font pas d'efforts, c'est qu'ils sont pas assez responsabilisés. La pauvreté, c'est d'abord une situation matérielle qui s'impose aux individus, c'est une situation de privation, et que c'est la pauvreté qui explique, par exemple, certains types de consommation, qui peut expliquer le retrait du marché du travail. Certains moments donnés, c'est pas que les revenus d'assistance soient préférables, c'est que un emploi qui est dur physiquement et puissant, pour lequel il faut vous déplacer, pour lequel il faut aller, il faut chercher de fil, pour lequel il faut faire carter vos safards, à certains nombres de cas, il n'est pas assez rentable pour que même à l'absence de tout dispositif d'aide, il vous soit possible de le prendre. Ou alors, vous n'avez pas la possibilité de vous former parce qu'il faudrait suivre une petite formation, retourner un peu à l'université, ou parce qu'il faudrait lasser un petit commerce, mais le risque est trop important, on veut pas vous prêter, etc. En fait, c'est la pauvreté qui afferme. Quelle est, selon vous, la meilleure façon de résoudre la question de la pauvreté ? La meilleure façon que l'on ait de traiter le problème de la pauvreté, d'améliorer la vie des individus, c'est encore de leur verser de l'argent. On a beaucoup d'évaluations aujourd'hui qui montrent que ça marche extrêmement bien lorsqu'on donne de l'argent aux plus pauvres, lorsqu'on leur verse des revenus, leur situation s'améliore. Ils peuvent sortir de la pauvreté parce que d'un seul coup, ils vont par exemple abandonner un certain nombre de pratiques qui sont liées d'abord à la pauvreté. Fumer, boire, dans ce certain nombre de cas, c'est le produit de difficultés économiques et c'est un moyen de gérer la difficulté économique. Donc, lorsqu'on verse de l'argent aux pauvres, il y a des expérimentations qui le montrent très bien, et puis on réduit ce type de consommation-là. D'un seul coup, avec un revenu un peu plus important, on va pouvoir créer une petite entreprise, on va pouvoir chercher un emploi différemment, on va pouvoir faire des choses différemment. Et donc, c'est extrêmement efficace de verser de l'argent aux pauvres, mais pour des raisons qui sont essentiellement morales, on ne veut pas le faire, morale et politique, parce que aussi on veut montrer que voilà, on aide si chat avec les pauvres, on fait des efforts, enfin on leur demande des efforts, on leur demande de s'appliquer. Et en fait, cette moralité se met à travers des solutions véritablement efficaces que l'on aurait d'intervenir sur la pauvreté. Merci Denis Colombi, je rappelle que vous êtes sociologue. Vous avez publié Où va l'argent des pauvres aux éditions Payot en 2020. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.